Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur des sources. Notre mission aujourd'hui est assez claire. Ouais. Prendre une véritable monde d'informations et l'analyser. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de prendre toutes ces recherches, ces notes de lecture et d'en extraire la quintessence. D'offrir à notre auditoire un raccourci pour devenir véritablement bien informé sur un sujet donné sans avoir à y passer des semaines. Mhm. On cherche un peu tous ces moments de révélation, tu sais, ces fameux aha qui nous font voir le monde différemment. Absolument. Et aujourd'hui, l'analyse porte sur un classique de 1962 qui est paradoxalement souvent très mal compris. C'est le livre Propagande de Jacques Ellul. Un ouvrage fondateur, ouais. Et il faut tout de suite préciser un truc important, on ne va absolument pas regarder la propagande comme une relique poussiéreuse du passé. C'est pas un vieux documentaire en noir et blanc, quoi. Exactement. L'objectif de cette exploration, c'est de décoder comment elle fonctionne aujourd'hui comme le frère siamois de notre société technologique moderne. Le double indispensable. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, une petite précision de rigueur s'impose pour quiconque nous écoute. Les sources s'appuient sur des exemples politiques et historiques très chargés. Très chargé, oui, ça va de l'Union soviétique aux États-Unis, en passant par l'Allemagne nazie et le FLN algérien. Et donc, notre approche ici est d'une stricte neutralité. Il n'est pas du tout question de prendre parti, de juger ou de valider une idéologie, qu'elle soit de gauche ou de droite. Le but est uniquement de rapporter et de décortiquer ces mécanismes de manière totalement clinique. Et c'est un point de départ absolument essentiel. Parce que la plus grande erreur que l'on puisse faire, l'idée reçue par excellence, c'est d'imaginer la propagande comme un simple tissu de mensonges absurdes. Ouais, on a tous cette image du dictateur qui tape du poing sur la table. C'est ça, le gars qui impose des fables ridicules à une foule complètement crédule et passive. Mais en réalité, l'analyse montre que c'est un phénomène sociologique d'une profondeur inouïe. Donc c'est pas juste injecté de force. Non, pas du tout. La propagande exige notre participation volontaire. Elle a littéralement besoin de notre adhésion pour fonctionner et pour structurer notre environnement mental. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par ce qui m'a semblé être le plus grand bouleversement conceptuel en lisant les notes. C'est notre rapport à l'éducation. Ah oui, le grand mythe. Ben oui, généralement on se dit que l'éducation c'est notre meilleur bouclier. Plus on a fait de longues études, plus on lit, plus on consomme de l'information et plus on est naturellement protégé contre la manipulation, non? C'est ce qu'on aime croire, oui. Mais attends, si je comprends bien ce que disent les sources, c'est tout l'inverse. Ça veut dire que l'école ne sert à rien ou qu'il faudrait arrêter de s'informer pour être libre? C'est tout le paradoxe, et c'est très contre-intuitif. L'auteur ne dit évidemment pas qu'il faut rester ignorant, mais il déconstruit cette illusion tenace selon laquelle le diplôme forge une armure impénétrable. Mhm. En fait, l'éducation, ou ce qu'il appelle la pré-propagande, c'est le prérequis absolu pour que la machine fonctionne. Le constat est terrible. Les intellectuels, ou du moins ceux qui se considèrent comme tels, sont en fait les plus vulnérables. Mais pourquoi, qu'est-ce qui rend quelqu'un de très éduqué si perméable à ça? Il y a trois raisons psychologiques majeures. La première, c'est le volume. Le volume d'information. Ouais, une personne très éduquée absorbe quotidiennement une quantité massive d'informations de seconde main. Elle lit des articles de fond, des analyses géopolitiques, des rapports sur des pays où elle n'a jamais mis les pieds. Des choses qu'elle ne peut absolument pas vérifier par elle-même, en gros. Exactement. Mais elle intègre tout cela à sa vision du monde. La deuxième raison, c'est la pression sociale. Le besoin d'avoir un avis sur tout? C'est ça. L'intellectuel ressent un besoin presque compulsif d'avoir une opinion tranchée sur chaque grande question. Avouer son ignorance sur la dernière crise internationale, c'est perçu comme une faiblesse inacceptable dans son milieu. Ah, je vois le piège. Face à cette montagne de sujets, c'est impossible de tout analyser en profondeur. Donc on finit par saisir les opinions pré-mâchées qu'on nous offre sur un plateau. Voilà. Et on arrive à la troisième raison. L'excès de confiance, j'imagine. Tout à fait. L'intellectuel croit fermement pouvoir juger par lui-même. Il est tellement convaincu de son propre esprit critique qu'il baisse complètement sa garde. Il se dit moi, on ne me manipule pas. Et c'est précisément cette arrogance qui le rend tragiquement perméable. Il a littéralement besoin de la propagande pour nourrir son désir de participer au grand débat sans avoir à fournir l'effort surhumain de tout vérifier. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ça change complètement notre définition du propagandiste. Moi, j'ai toujours imaginé ça comme le menteur pathologique qui invente des faits de toutes pièces. Et c'est une faille majeure dans notre compréhension du système. La propagande moderne méprise profondément les mensonges grossiers. Vraiment. Absolument. Elle sait très bien que si elle est prise en flagrant délit de mensonge sur un fait facilement vérifiable,
tout son édifice de crédibilité s'effondre. Donc, elle utilise des faits exacts. C'est fou ça. Par exemple, l'ouvrage cite le cas de Goebbels. Bien qu'il soit souvent caricaturé comme le maître de l'invention pure, il exigeait en réalité une rigueur extrême pour les communiqués militaires de la Wehrmacht. Donc il ne montait pas sur les batailles. S'il n'y avait pas de navire ennemi coulé par un sous-marin allemand, il interdisait formellement d'inventer une victoire. La matière première doit être la vérité factuelle. D'accord, mais alors où est la manipulation si on dit la vérité? Le mensonge n'intervient pas sur le fait en lui-même, il intervient sur l'intention. On ne ment pas sur ce qui s'est passé, on ment sur le pourquoi. On interprète les faits. C'est ça. Une tactique classique, mentionnée dans les textes, consiste à accuser l'ennemi de l'intention que l'on a soi-même. Oui, j'ai vu ces exemples dans les notes de préparation, c'est fascinant. On parlait de la crise de Suez ou des accords de Munich. Oui, on crie sur tous les toits que l'adversaire prépare une agression brutale. Ça crée un climat de panique et ça permet de justifier sa propre action offensive tout en se faisant passer pour le défenseur de la paix. Exactement. Et en parlant de vérité manipulée, il y a cette anecdote sur Khrouchtchev en 58 qui m'a laissé sans voix. Ah oui, le cas des statistiques agricoles soviétiques. C'est un cas d'école. En 1958, Khrouchtchev décide de dénoncer publiquement les chiffres de son prédécesseur, Malenkov. Il dit que c'était des faux chiffres, c'est ça? Voilà. Il annonce à la face du monde que les statistiques de 52 étaient complètement gonflées. Malenkov avait annoncé, disons, 8 milliards d'unités de production. Et Khrouchtchev affirme avec gravité que ce n'était en réalité que 5,6 milliards. En apparence, on dirait une opération transparence magnifique. Il dénonce un mensonge d'État, donc il gagne immédiatement la confiance du public. Et c'est ça, le piège. Le public se dit qu'il rétablit la vérité. Mais l'objectif de Khrouchtchev est purement mathématique. C'est-à-dire? En rabaissant drastiquement les chiffres de départ, il modifie la base de calcul. Du coup, la production sous son propre mandat, en 58, semble avoir fait un bond miraculeux. Ah oui, c'est malin. Au lieu d'afficher une hausse modeste de 15%, la comparaison avec les nouveaux chiffres rabaissés donne soudainement une augmentation spectaculaire de 75%. C'est incroyable. Le public a avalé la conclusion biaisée précisément parce qu'elle était emballée dans une dénonciation de mensonges. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on récapitule, on utilise l'éducation à notre avantage, on se sert de faits exacts pour bâtir la confiance, et on manipule les intentions. Mais dans quel but? C'est la grande question. Parce qu'on imagine spontanément que le but ultime de la propagande, c'est de nous faire changer d'avis, non? De nous convaincre intellectuellement? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'idée de changer les opinions profondes des gens, c'est considéré comme totalement secondaire. Le vrai but, ce n'est pas l'orthodoxie, la bonne croyance, c'est l'orthopraxie. L'orthopraxie, donc la bonne action. Voilà. Essayer de convaincre quelqu'un par des arguments rationnels, c'est lent, incertain et épuisant. La propagande préfère court-circuiter la réflexion pour déclencher directement des réflexes. Le but, c'est que l'individu agisse. Ce qu'il pense au fond de lui n'a aucune importance. Aucune, tant qu'il participe à l'action collective. Il y a une analogie géniale dans les sources avec le supporter de football. Oui, très parlante. Quand on y pense, le supporter dans les gradins ne touche jamais le ballon. Il ne court pas sur le terrain, il n'a aucun impact physique direct sur le jeu. Et pourtant, par ses cris, par la sueur et l'énergie collective qu'il déploie, il participe activement. Il modifie l'atmosphère. C'est ça, sa participation, même si elle semble passive de loin, devient une force réelle. La propagande cherche exactement ce genre d'implication. Et pour obtenir cette action, il y a une condition sine qua non. C'est ce que l'auteur appelle l'apparat, l'organisation physique. Sans organisation, il ne se passe rien. C'est comme quelqu'un qui veut se remettre au sport en regardant des vidéos de motivation. Ça crée une envie. Mais sans l'infrastructure physique, la salle de sport, les horaires, le groupe, la motivation s'évatare. Donc en politique, c'est les cellules locales, les comités de quartier. Exactement. Sans encadrement physique, l'agitation mentale retombe comme un soufflet. Sans cet ancrage, la propagande n'existe pas. Ça éclaire totalement un exemple historique que j'ai trouvé dans nos documents. Ça se passe en Algérie lors des élections de 58. Oui, avec le FLN. EFLN avait mis en place une campagne psychologique extrêmement intense. Ils avaient diffusé des menaces partout, promettant de piéger les routes menant aux urnes. Le climat de terreur était bien installé. Voilà. Mais le jour J, il y a eu une déconnexion. Les menaces n'ont pas été suivies d'une action physique, l'apparat n'a pas pris le relais. Les routes n'étaient pas minées. Non, et la conséquence a été immédiate. L'absence d'action physique détruit tout l'édifice. Les gens sont allés voter. Et cette menace non exécutée s'est retournée contre ses auteurs, devenant une véritable contre-propagande. La peur s'est dissipée. À l'inverse, quand l'action est posée, elle a un pouvoir transformateur incroyable sur l'esprit humain.
C'est l'action qui rend l'effet irréversible pour l'individu. C'est redoutable. Mais comment font-ils pour nous amener à ce point de bascule? L'ouvrage parle de la foule solitaire. C'est un concept un peu paradoxal, non? C'est tout le génie de la communication de masse. On a l'impression que la propagande s'adresse à nous personnellement, mais en réalité, on n'est qu'un numéro. Elle ne traite jamais l'individu comme une personne isolée, mais toujours comme une fraction d'une masse. Prenez l'exemple de l'auditeur de radio dans les années 60, seul dans son salon. Ou quelqu'un aujourd'hui sur son téléphone à 2 heures du matin. Physiquement isolé, oui, mais psychologiquement synchronisé avec des millions d'autres. Il ressent la même indignation, même moment, tout en se sentant unique. Et pour que cette illusion fonctionne, il faut ce que le livre appelle un encerclement total. La propagande doit être totale. Elle doit utiliser tous les médias en synergie. La presse, la radio, le cinéma. Voilà. L'individu ne doit trouver aucun espace de silence, aucun point de repère extérieur. Même l'histoire et la littérature doivent être réécrites. J'ai une anecdote frappante là-dessus. C'est l'histoire de Mao Dan, un écrivain chinois, en 57. Ah oui, la réinterprétation du poème. Il a littéralement pris un poème antique qui disait en gros les fleurs parfument l'air, la lune brille, l'homme a une longue vie. Un truc très simple. Et il en a fait une interprétation officielle complètement surréaliste. C'est assez vertigineux. Il expliquait sérieusement que les fleurs qui parfument l'air signifiaient que l'art du réalisme socialiste était merveilleux, que la lune qui brille annonçait que le Spoutnik ouvrait une nouvelle ère spatiale. Et la longue vie, c'était pour la gloire de l'URSS. C'est ça. Vu de loin, ça paraît tellement absurde qu'on a envie d'en rire. On en rit, oui, mais imaginez baigner là-dedans depuis l'enfance. Cette absurdité devient la seule réalité disponible. C'est pour cela que la continuité est une règle absolue. Le flux ne doit jamais s'arrêter. Jamais. C'est cet encerclement continu qui permet de faire passer les revirements politiques les plus contradictoires sans que la population ne se rebelle. Comme le pacte germano-soviétique, non? La preuve historique absolue. Du jour au lendemain, l'ennemi mortel, diabolisé pendant des années, devient l'allié officiel. Et la machine pivote à 180 degrés. Mais comment c'est possible que les gens acceptent ça? L'esprit humain devrait crier au scandale. Parce que rompre avec la propagande implique de rompre avec son groupe social. Ah, la pression sociale encore. Accepter la contradiction logique est psychologiquement beaucoup moins douloureux que de se retrouver ostracisé. L'individu préfère s'ajuster à la nouvelle vérité plutôt que d'affronter l'exclusion. C'est fou de réaliser à quel point on dépend de notre environnement. Mais ça me fait penser à un autre point du livre. L'obsession du présent. Oui, le rapport au temps. Si on oublie tout d'une semaine à l'autre, comment la propagande peut-elle vraiment s'ancrer? Elle opère d'abord sur l'écume de l'actualité immédiate. L'individu moderne souffre d'une véritable amnésie collective. Il y a une statistique dans les notes qui illustre ça parfaitement. En novembre 57, à Bordeaux, on organise une grande conférence sur la bombe atomique. Un sujet de survie de l'humanité tout de même. Ils inondent le campus de tracts. Et le soir de la conférence, salle vide. Personne. Et pourquoi? Par la nouveauté immédiate, effaçant une question de vie ou de mort. Et les dirigeants exploitent cette amnésie. Un autre exemple frappant, c'est l'ultimatum de Khrouchtchev sur Berlin en 59. Ils donnent 3 mois aux Occidentaux, c'est ça? Oui, sous peine de conflit majeur. C'est la panique mondiale. Et puis, la dette limite passe, et rien. Un échec diplomatique total. Objectivement, oui. Mais que fait la propagande? Elle se tait. Et le public, déjà obnubilé par la crise suivante, oublie tout simplement l'ultimatum. C'est dingue. Cependant, si l'on relie cela à une perspective plus large, cette agitation superficielle ne suffit pas. Pour que la propagande s'ancre, elle doit s'appuyer sur des courants fondamentaux. C'est-à-dire, de quel courant on parle? Les grands mythes de la société. Le mythe du travail, de la nation, de la jeunesse, et surtout l'idée de progrès technologique. On ne peut pas fabriquer une propagande à partir de rien. Non. Si on tentait de lancer une campagne prenant le retour en arrière ou s'opposant à une tendance lourde comme la centralisation de l'État, ça échouerait. La propagande est comme un surfeur. Elle repère la vague des mythes préexistants et se laisse porter. Bon, c'est vraiment le moment de synthétiser ce qu'on vient d'explorer au cours de cette analyse. On a commencé avec l'image naïve d'une propagande grossière. Le fameux haut-parleur qui hurle des mensonges. C'est ça. Et on ressort avec la vision d'un écosystème d'une complexité folle, un environnement complet, continu et scientifique. Elle se nourrit de notre désir d'être impliqué et de notre soif d'information. C'est un résumé qui montre bien pourquoi ces travaux restent d'une pertinence absolue aujourd'hui. Mhm.
Dans un monde de surcharge d'informations, comprendre que l'esprit critique et l'éducation peuvent parfois nous rendre plus vulnérables, c'est une prise de conscience indispensable pour quiconque cherche à s'informer véritablement. Ça remet pas mal de choses en perspective. Et cela soulève une question essentielle, une dernière pensée pour clôturer l'analyse. Les textes soulignent que le propagandiste efficace doit rester froid, détaché et ne jamais s'impliquer émotionnellement dans les arguments qu'il déploie. Il est protégé par la ligne de l'organisation. Mais que se passe-t-il si les propagandistes eux-mêmes finissent par succomber à leurs propres manipulations et se mettent à croire à leurs propres mythes? La machine tourne-t-elle alors de manière totalement autonome, sans plus aucune conscience humaine rationnelle pour la piloter? À une machine qui s'alimente d'elle-même, portée par l'inertie de ses propres croyances, sans plus personne aux commandes. Voilà une idée troublante laissée en suspens. C'est tout pour cette plongée au cœur des sources. Un grand merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage exigeant et à la prochaine.